Paola, merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Je suis très content parce que les gens ne le savent pas, mais en fait, on se connaît dans la vie, mais c'est la première fois qu'on apparaît ensemble en vidéo. Si vous regardez la vidéo pendant qu'elle est en train de sortir, là, dans la période où elle sort, c'est-à-dire à la rentrée, c'est pas anodin qu'on parle de rupture amoureuse à ce moment-là. Mais juste avant, pour que les gens qui te connaissent pas, donc t'es psychologue. Ouais. T'es criminologue aussi. Ouais. C'est quoi tes autres casquettes? Neuropsychologue, coach. Et après, je développe des programmes de formation pour les entreprises. Super. Donc, tu étais la meilleure personne, la plus calée. T'es vraiment la plus calée que je connaisse dans mon entourage. Et pourtant, je connais des psys, sache-le. Je suis très content qu'on parle aujourd'hui de rupture amoureuse. Est-ce que tu peux me dire pourquoi la rentrée, c'est plutôt une vague à rupture amoureuse? Alors, tu as plusieurs raisons. La première, c'est que c'est souvent, la rentrée, c'est synonyme de remise en question, de je me mets des nouveaux objectifs, je décide que les choses vont changer. Et quand je m'interroge sur est-ce que je garde ça, est-ce que je change ça, il y a aussi la personne avec qui tu partages une relation qui va rentrer dans ce questionnement. Et puis le deuxième truc, c'est que pendant toute l'année, on peut aussi avoir une relation, mais sans forcément vivre avec la personne. Ou quand on vit avec, il peut y avoir le travail, il peut y avoir des activités qui vont faire qu'on n'est pas en vase clos en permanence, comme par exemple pendant le confinement. Là, les vacances vont aussi te permettre de voir comment c'est de vivre au quotidien avec une personne et donc de prendre des décisions à chaque fois en commun. Et donc ça remet en question beaucoup de choses. Ça veut dire que là, depuis début septembre, tu as une vague de patients qui viennent pour le motif des ruptures? Alors, j'ai vu dès mi-août le carnet de rendez-vous qui se remplissait et avec des patients que je connais. Et je me suis dit, là, je sens que c'est la vague. Et effectivement, j'ai eu des messages pendant les vacances en me disant, bon, voilà, c'est la fin de l'histoire. Là, c'est compliqué. La fin, voilà. Et donc, effectivement, là, depuis la rentrée, il y a on va dire, une grosse proportion de ruptures amoureuses, de divorces, toutes les séparations qui arrivent et qui sont mises sur le tapis en consultation. Ouais. Ton métier, il est marrant, entre guillemets, pour ça. C'est qu'on a tous l'impression, de vivre notre vie de manière très individuelle. On vit, en plus, rupture amoureuse, on va en parler, c'est intense, tu vois. Et en fait, on se doute pas que toi, tu enchaînes juste plein de gens qui vivent individuellement leur truc, alors qu'on vit tous en même temps les mêmes choses. Et t'as beaucoup de similarités, surtout, entre les uns et les autres. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu te rends compte que au-delà des passages psychologiques par lesquels ils vont passer, t'as souvent des trucs où on aurait pu se rendre compte, tu vois, les fameux red flags, parce que quand même, dans une relation, quand la fin arrive, il y a quelques petits signes annonceurs. Alors justement, lesquels ? Cette vidéo est sponsorisée par BetterHelp. On en parle avec Paola, mais une rupture, c'est un tsunami émotionnel. Des fois, on est triste, des fois, on est en colère, des fois, on est soulagé, des fois, on est tout ça à la fois. Bref, c'est tout sauf simple à gérer. On a parfois besoin d'être aidé par une personne extérieure. BetterHelp, c'est de la thérapie 100% en ligne. Pas besoin de te déplacer, tout se fait depuis ton téléphone ou ton ordinateur. Alors concrètement, comment ça marche ? Tu commences par remplir un questionnaire sur le site pour partager tes besoins et tes préférences. Ensuite, tu es mis en relation avec un thérapeute adapté à ton profil, pas juste le premier disponible. Tu peux réserver ta séance directement depuis le calendrier. Il y a plus de 200 thérapeutes certifiés français qui sont inscrits à l'agence régionale de santé. Donc tu es sûr de parler à quelqu'un déjà de qualifié et ensuite qui te correspond vraiment. Tu peux choisir le format qui te met le plus à l'aise. En visio, en audio ou même en messagerie écrite. Le gros avantage avec BetterHelp, c'est que tu peux échanger par message écrit avec ton thérapeute entre les séances. Si tu traverses un moment compliqué, si tu as des doutes, des questionnements, tu peux écrire à ton thérapeute sans attendre le prochain rendez-vous. Cet été, j'étais en Espagne et ça m'a fait penser à ça. J'ai trouvé que c'était génial sur les routes. Il y a des panneaux qui t'indiquent quand il y a des zones, des tronçons plus à risque pour des accidents. Okay. Ce qui fait qu'en fait, tu vas être plus alerte et tu vas faire plus attention à ce moment-là. Et ils te mettent, là, il y a plus d'accidents sur 500 mètres, 1 km, 800 mètres. Je me suis dit, mais en fait, on fait attention. Et dans la vraie vie, on sait qu'on a des red flags, on sait, les copains, les copines, tout le monde, l'entourage, les psys peuvent dire là, il faut faire attention, c'est une petite zone qui est un peu facile, avec pas mal d'accidents. Et en fait, on a beau prévenir, c'est souvent compliqué, alors qu'en voiture, effectivement, on va faire plus attention, mais dans les relations amoureuses, même si on prévient, les gens n'ont pas forcément envie d'y prêter attention. Donc, on va donner ces red flags, mais l'important, c'est pas seulement de les connaître ou de savoir
lesquels et s'ils existent, mais c'est plutôt de se dire, est-ce que je suis OK pour y prêter attention ? Tu veux dire que là, ça sert à rien qu'on donne des red flags non, parce qu'on n'est pas forcément ouvert à les voir, quoi. On va le donner, mais peut-être que ce qui est aussi important là-dedans, c'est de se dire, si je les écoute pas, c'est peut-être que j'avais pas envie de voir ces fameux red flags, c'est peut-être que j'avais pas envie, que j'étais dans le déni de quelque chose. Mais donc, non seulement il faut les connaître, mais en plus être alerte et accepter que en fait c'est pas une illusion, c'est pas quelque chose qu'on a imaginé, c'est quelque chose qui est réel et que ça existe vraiment, ces red flags, quoi. Tu veux dire que quand on se fait quitter, par exemple, qu'on est en couple depuis longtemps et notre partenaire nous dit bah là c'est fini, c'est rare que ce soit une réelle surprise, c'est qu'en fait on avait quand même beaucoup de signes qu'on se cachait en amont, quoi. Alors, il peut y avoir évidemment la surprise, mais si on prend beaucoup de recul, on est capable de se dire, ok, peut-être qu'il y avait un peu ça, et peut-être qu'il y avait un peu ça, et que j'ai pas voulu voir, et que j'ai voulu encore me battre, et que j'ai voulu insister et tout, et peut-être qu'on n'a pas regardé l'autre tel qu'il ou elle est véritablement, avec peut-être en cachant des sentiments, en cachant une tristesse, ou en exprimant quelque chose, mais on avait l'impression qu'en fait c'était mal exprimé ou que c'était à côté de ce que nous on imaginait dans la relation. Donc effectivement, on n'est pas forcément objectif, et donc c'est là où on peut être dans une fausse surprise, et avec du recul on se dit effectivement il pouvait y avoir quelque chose. Qu'est-ce tu que les veux, hein. Je veux cette liste. Je sentais que tu les voulais. Je veux la formule magique. Alors, que tout le monde prenne un papier, un stylo. Alors, les red flags, c'est le premier signe, c'est quand on sent qu'il y a une espèce de... alors ça, c'est vraiment le truc classique, c'est quand on sent qu'il y a une espèce de tension. Elle peut être dite ou justement plutôt dans le silence. Mais quand on sent que l'autre prend un peu plus ses distances, qu'on est moins dans la communication, qu'on est moins dans le rapprochement corporel. Le rapprochement corporel, ça ne veut pas dire forcément avoir des relations sexuelles, mais ça veut dire juste être proche l'un de l'autre, se prendre dans les bras, ou la façon de dormir qui va être différente. Donc en fait, c'est s'il y a un changement dans la manière d'être avec l'autre. C'est plus ça. Donc si on était déjà avant ça très distant, c'est pas depuis le début il y a un problème. Non, ça veut dire que s'il y a un changement dans cette manière d'être à l'autre, alors dans ces cas-là, c'est un red flag. Est-ce qu'on parle d'un changement brusque ? Parce qu'en fait, en plus, quand ça fait des années que tu es en couple, forcément, tu n'es pas les mêmes personnes 5-10 ans qu'avant, donc il y a forcément des changements. Est-ce qu'il faut comparer, justement, de dire « Ah, il y a 10 ans, tu n'étais pas comme ça » ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un changement un peu radical qui se fasse ? Alors, tu n'as pas forcément un changement radical. Évidemment, il peut y avoir un changement radical, et souvent, c'est signe qu'il y a soit une vraie déception très importante sur un sujet, soit qu'il peut y avoir une tierce personne qui est rentrée dans cette relation. Mais en général, c'est quelque chose de très insidieux, c'est-à-dire que ça prend du temps pour s'installer, et la personne va dire au tout début, regarde, il y a ça qui va pas, regarde, il y a ça qui va pas, et puis à la fin, elle le dit carrément plus, parce qu'elle se dit, bon, de toute façon, ça n'a pas changé au départ, donc pourquoi ça va changer ? Et puis, tu peux avoir justement, effectivement, ce truc de se dire, bon, je l'ai pas dit il y a 10 ans, mais maintenant, en fait, ça me dérange véritablement. J'ai envie qu'on reprenne quelque chose un autre chemin, qu'on reprenne le chemin initial. Et si tu sens que l'autre, en revanche, n'est pas du tout à l'écoute de reprendre ce chemin, alors dans ces cas-là, ça peut être ça aussi qui peut t'alerter sur le fait que il y a un changement, mais que l'autre n'a pas envie de remettre les choses en fait dans le chemin initial. Donc voilà, ça va être vraiment cette distance qui peut s'installer et qui va être différente, ce changement de comportement. Ça, c'est un des gros red flags. Le premier red flag. Pardon, juste avant que tu énumères les autres red flags, tu as parlé d'une tierce personne. C'est quoi à peu près la proportion de gens qui quittent pour directement quelqu'un d'autre ? Par rapport aux gens juste qui arrêtent la relation, mais qui ont personne d'autre derrière. Alors là, je sens qu'il va y avoir un scandale derrière. Alors, est-ce que je balance les stats dans mon cabinet ou est-ce que je balance les stats que les gens pensent ? Parce qu'en fait, la plupart des gens pensent que c'est les hommes qui trompent plus. Sauf que dans un cabinet, c'est pas ce qu'on observe la plupart du temps. Okay. Ah oui, ma question n'était même pas genrée. En plus, je pensais vraiment au cas globalement, qui sont les gens qui disent bon on se quitte parce que vraiment on s'aime plus, ou qui sont les gens qui disent on se quitte, mais soit parce que j'ai rencontré quelqu'un, soit en effet rencontrer une autre personne a accéléré le process de la décision, tu vois.
Alors, Genre, est-ce qu'il nous faut toujours un plan B pour prendre la décision? on le sent souvent venir. On a des signes, là encore, pareil. Est-ce qu'on a envie de fermer les yeux et de pas le voir? Est-ce que tu as envie de laisser le truc et de voir si l'autre va vraiment jusqu'au bout de ce process? Je peux pas te donner, on va dire, la proportion de gens qui vont décider de quitter juste avant ou la proportion de gens qui attendent d'avoir quelqu'un. Le seul truc, c'est qu'effectivement, souvent, quand on est dans une vie de couple, on attend en fait d'avoir quelqu'un pour pouvoir quitter parce qu'on a peur de le faire à ce moment-là parce que ça fait longtemps que le couple existe. Alors que quand le couple existe depuis moins longtemps, on va moins aller chercher une tierce personne parce qu'on se sent encore assez en confiance. Tout est toujours une question, entre guillemets, de confiance. C'est-à-dire, est-ce que je me sens assez confiant pour quitter l'autre si ça ne va plus, évidemment. Tu parles de confiance personnelle. En soi, ouais, exactement. Est-ce que je me sens assez en confiance pour être seule, pour pouvoir démarrer quelque chose ou pas? Et c'est vrai que dans ces conditions-là, alors tu vois, je disais autant les femmes peuvent plus se tromper, mais c'est les hommes qui en revanche vont plus facilement partir pour quelqu'un. Ok. Ah, donc les femmes vont avoir tendance à plus se tromper sans déclencher de rupture. Exactement. Et la motivation, c'est quoi? La motivation, alors chez les femmes, dans les séparations amoureuses, c'est plutôt un manque de communication. Okay. Alors que chez les hommes, ça va plutôt être un manque, un ressenti d'un manque d'admiration et de cohésion. En fait, c'est un peu, c'est pas sur le même domaine. Les hommes ont besoin de savoir que leurs partenaires vont rentrer, entre guillemets, dans leurs objectifs de vie, alors que les femmes vont plus avoir envie de créer une communication au sein de leur couple. Ok. Ah ouais, ok. Tu vois, c'est vrai que c'est dans l'univers, tu vois, commun, on a tendance à plus penser. Ouais. Alors après, évidemment, c'est pas un truc qui est établi, machin. C'est quelque chose qu'on observe quand même relativement plus souvent dans le cabinet. Évidemment, c'est pas genré. Ça veut pas dire que quand on est une femme, il faut rentrer dans telle catégorie et un homme. Mais relativement régulièrement, on observe ce genre de différence de comportement. Et est-ce que tu constates que c'est plus facile de quitter quelqu'un si on a déjà une autre personne? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un saut vers l'inconnu, tu vois, où j'ai l'impression que les gens se disent « Ah, ok, ça me rassure d'avoir quelqu'un d'autre. » Ouais. C'est effectivement en fait une illusion. On a l'impression que c'est plus facile parce qu'en fait, on est déjà passé psychologiquement, amoureusement, entre guillemets, à quelque chose d'autre. Mais en fait, tu as souvent un peu l'effet boomerang, c'est-à-dire que ça te revient un peu en pleine face et tu dis « Est-ce que j'ai vraiment réfléchi ?» Même si sur le moment, j'avais l'impression d'avoir réfléchi. Et c'est là aussi, c'est assez intéressant. Les hommes ont un effet boomerang très violent après, avec une vraie remise en question très profonde, alors que les femmes ont eu tendance à beaucoup réfléchir avant et ont beaucoup moins cet effet boomerang. C'est que les hommes vont avoir tendance à fantasmer un espèce de truc meilleur ailleurs, et puis face à la réalité derrière, ils disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi ?» C'est au-delà même de j'ai fantasmé un truc, c'est l'impulsivité. Les femmes sont souvent plus réfléchies et l'homme va être beaucoup plus impulsif et donc en fait il va le faire vite alors que la femme va être beaucoup plus à peser, à réfléchir et donc en prenant ce temps-là, elle fait aussi le deuil de sa relation numéro 1. Ok, super intéressant. Deuxième red flag qui est un petit signe où tu te dis ok, là on peut prendre le chemin de la rupture. Si je sens que en fait l'autre me fait des réflexions en permanence pour changer la relation ou me changer et que en fait ce n'est plus en adéquation ou ce n'est pas en adéquation avec qui je suis. Ça peut être une relation très courte aussi, ça peut être j'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière mais il arrête pas de me dire qu'il faut que je sois comme ci, comme ça parce que c'est à l'image de ce que lui voudrait et en fait moi je suis pas du tout comme ça. Ça, c'est un red flag en général, parce qu'en fait, la personne doit t'apprécier tel que tu es. On peut évidemment dire des choses qu'on aime, on peut évidemment faire comprendre à l'autre certaines choses qu'on aimerait avoir dans notre couple, mais on ne doit pas imposer ou vouloir à tout prix changer l'autre et donc dessiner trait pour trait la relation. Ok. Ça, c'est un gros red flag en général. Et c'est vrai que quand on est amoureux, amoureuse, on a
assez vite, on a tendance à se dire oui, bon, c'est pas grave, et on se rend pas compte qu'en fait, ça va avoir une incidence sur du long terme si on reste avec cette personne, parce que finalement, la personne ne va pas aimer celle ou celui qu'on est, mais plutôt celle ou celui qu'on est devenu pour l'autre. Ok. T'as d'autres red flags? En consultation, je peux avoir un patient qui va me regarder et qui va me dire ça, c'est pas bon. Et en fait, ce qui est important, c'est que si la personne dit ça, c'est pas bon, ben en fait, ça veut dire que c'est un red flag. Parce que on va pas avoir forcément, toi et moi, les mêmes red flags. Ouais. Mais si tu dis ça, c'est pas top, ben ça veut dire que c'est un red flag pour toi. Et c'est ça le plus important. Tu veux dire que souvent notre feeling, il est plus fort que le rationnel? Ben, il faut qu'en fait, comme je te disais, tu vois, sur les routes, il faut qu'on y prête attention. Il faut qu'on accepte de se dire c'est un red flag. Je me le note. C'est un peu comme si j'avais un calepin, je me le note. J'ai envie ou j'ai pas envie d'y prêter attention, mais je me le suis noté. J'arrête d'être dans le déni et de me dire mais non, absolument pas, c'est pas grave si l'autre a fait ça, si voilà, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Il y a peut-être une incidence sur du plus long terme et il faut arrêter de se voiler la face juste parce qu'en fait on se dit qu'on est très très amoureux ou amoureuse et que en fait ça réglera pas forcément le truc et encore moins sur du long terme. Ça, je pense que ça va faire écho à plein de gens là qui ont cliqué sur la vidéo et qui se sont dit je veux des réponses comme ça. Au début de la vidéo, on a dit que septembre, c'était le moment où il y avait des ruptures, mais en fait, il y a d'autres saisonnalités et d'autres comportements dans l'année. On en a déjà parlé hors vidéo, mais est-ce que tu peux me redire un peu ce qui se passe après septembre? Donc, ce qui va se passer là pour les gens s'ils regardent la vidéo au moment où elle sort. On refera une nouvelle vidéo rupture amoureuse. Oui, absolument. Ou alors justement, ma vidéo, je vais voir des pics selon les mois. En décembre. Décembre, c'est le moment où on passe les vacances, on est en famille, c'est Noël, c'est machin. Et là, qu'est-ce qui se passe à la rentrée? Ben, c'est les bonnes résolutions. Et donc, en janvier, peuvent sauter aussi comme des petits pop-corn les amoureux et les amoureuses. Parce que effectivement, on veut se mettre des nouveaux objectifs, on se dit ah non mais cette année je vais faire ça. Et donc qui dit réflexion sur tes nouvelles résolutions dit aussi réflexion sur ton couple encore une fois. Donc septembre et janvier sont vraiment des moments propices malheureusement aux ruptures amoureuses. Et tu as donc puisqu'il y a ça, tu as aussi le fait de rencontrer quelqu'un. Donc, les gens, dès qu'il fait beau, se disent « Ok, là, je vais pouvoir rencontrer facilement puisque on va sortir. Ouais. On va pouvoir prendre des verres en terrasse, on va pouvoir un peu se dénuder. Donc, en fait, et puis même d'un point de vue hormonal, il y a plus d'envie sexuelle. Donc, il va y avoir beaucoup plus de rencontres qui vont se faire entre mai et septembre-octobre. C'est vraiment que les gens se quittent pas, du coup, on pourrait penser avant l'été. De se dire, ah, je quitte mon partenaire. Alors, t'en as beaucoup qui quittent, justement, mais dans ces cas-là, ça voulait dire aussi qu'on n'avait pas de vrai questionnement sur cette relation, tu vois, comme en septembre, où c'est parce qu'il y a eu un cheminement, mais si on quitte avant les vacances, c'est pas qu'il y a eu un cheminement, c'est parce qu'en fait, on se dit, cette relation, elle est pas hyper importante, donc je quitte pour rencontrer quelqu'un cet été ou pour m'éclater cet été, voilà. Donc, t'as ça, souvent, parce que je veux m'éclater, donc ça veut dire que la relation, elle est pas non plus... elle n'a pas une importance capitale pour toi. Ouais. Donc, tu as les ruptures de septembre et de janvier qui sont plutôt quelque chose de réfléchi dans une vraie relation. Et tu as les ruptures pré-vacances ou dès qu'il fait un peu beau. Là, c'est parce que la relation, elle signifie pas grand-chose. Et souvent, ces relations-là, c'est très douloureux à dire, mais il faut bien l'entendre. C'est des relations qu'on va appeler un peu hivernales, cocooning, parce qu'au moment où il fait froid, les gens se disent « Attends, moi, cet hiver, on va pas trop sortir. J'ai envie de pouvoir avoir quelqu'un avec qui je vais me blottir sous la couette, avec qui je vais me mater des séries, avec qui on va aller au cinoche parce qu'il fait pas très beau. » Chose qu'on fait moins en été. Donc, c'est vrai que c'est des relations qui vont voir le jour un peu vers décembre, tu vois, un peu au moment des mauvais jours, quoi. Ça veut dire qu'il faut se méfier des relations post-rupture d'après septembre, où là, les gens se quittent septembre-octobre, et après, il fait froid, t'as envie d'un petit plaid. Alors... Et en janvier, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais avec cette personne? Exactement. En fait, on s'en méfie si on sent que la personne, elle est dans un truc juste cocooning. Ouais. Après, si la personne est dans une vraie réflexion de j'ai envie de rencontrer vraiment quelqu'un pour vraiment fonder ou créer quelque chose, alors dans ces cas-là, ça va. Ouais. Est-ce que la longévité d'un couple
est proportionnelle à la douleur que tu peux ressentir en te quittant. Parce que il y a aussi des fois une incompréhension où, tu vois, tu peux avoir une rupture amoureuse après 2 mois, par exemple, tu vois, de relation, et être complètement déchiré. Et il y a un petit jugement de ton entourage qui dit ça faisait 2 mois, tu vois. Et aussi avoir une espèce de culpabilité de dire ouais, ça faisait 10 ans qu'on était ensemble et ça me fait pas si mal qu'on soit en train de rompre. Alors, il n'y a aucune proportionnalité. Tu peux avoir rencontré quelqu'un et pendant une semaine avoir un attachement dingue et être profondément triste. Mais c'est là où je pense que c'est intéressant d'analyser cette tristesse, que ça soit 1 mois, 6 mois ou 10 ans. C'est pas proportionnel. Et souvent, j'entends les patients qui me disent « Bon, alors si je suis restée 2 mois, donc je vais avoir 2 mois de tristesse intense. » Non, en fait, ça n'a pas de lien. Ils pensent que ça veut dire que là, 10 ans de relation, c'est l'enfer. Donc 10 ans en enfer, insupportable. Non. Donc, en revanche, ce qui est synonyme, en fait, ce qui va plutôt générer la force de la tristesse, c'est est-ce que tu es capable d'être triste pour la relation que tu as vécue, ou est-ce que c'est plutôt pour la projection que tu as faite sur cette relation ou sur la personne. C'est-à-dire que par exemple, si je suis très 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 triste au bout d'une semaine, ça veut dire que oui, la personne était bien pendant une semaine certainement, mais en fait, ce qui me rend vraiment triste, c'est la projection que j'ai faite, l'illusion que cette relation allait être la relation de ma vie, que cette personne était la personne, etc. Donc, je ne suis pas triste pour ce que j'ai vécu. Si je suis trop triste, je parle bien, je suis triste pour ce que j'ai vécu, ça va s'arrêter relativement rapidement. En revanche, si je suis vraiment profondément dans un état de tristesse, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière, autre, plus profond que simplement cette semaine de relation. Est-ce que ça veut dire que globalement dans la vie, il ne faut pas avoir trop d'attentes? Il ne faut pas avoir trop de projections des autres? Idéalement, ouais. J'ai envie de te dire oui, dans le sens où ce qui est important, c'est ce que tu vis. C'est pas ce que tu espères vivre. Et si tu espères vivre quelque chose, alors donne-t'en les moyens. Mais si ça ne fonctionne pas, ne sois pas déçu. En fait, c'est plutôt ça. La relation amoureuse, elle n'est pas comme dans une relation professionnelle. Elle n'est pas comme quelque chose de l'ordre du travail. Tu peux pas forcer l'autre à t'aimer autant ou à être romantique c'est ce qu'on disait parmi les red flags du début. C'est-à-dire que en fait, il faut accepter la personne et la relation telle qu'elle est. Si tu as des espoirs, peut-être qu'il faut réfléchir, est-ce qu'ils sont cohérents avec la personne avec qui tu partages cette relation ou pas du tout. Mais espérer et n'être que dans l'espoir, alors dans ce cas-là, ça veut dire que ta relation, la réalité de ta relation n'est pas appropriée à ta personnalité. Il y a des couples, et je pense qu'on a tous ressenti ce truc-là, tu vois, où tu as une alchimie avec quelqu'un, où c'est incroyable, et où du coup, tu es tout sauf rationnel. Là, tu es peut-être justement trop dans le feeling et trop dans tes émotions, et où en fait, tu te rends compte bien plus tard que tu n'as pas le même socle de valeurs. Et je trouve que dans des couples, là, en parlant en couple traditionnel, tu vois, tu te dis, bon, bah derrière, on va faire des projets. En tout cas, on se lance dans une aventure de plusieurs années. Tu peux mettre plusieurs années à te rendre compte que finalement, bah, t'es pas fait du tout pour une longévité de couple. Donc, et si tu te dis ça au début, alors qu'en fait, tout repose sur soit une alchimie sexuelle, soit... je sais pas, un espèce d'aveuglement par des émotions, je sais pas si c'est de l'endorphine ou quoi que ce soit, en tout cas un truc où tu dis c'est génial ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que ça, c'est un truc qu'il faut essayer de se poser en amont, de se dire ok, il y a mes émotions qui sont là, mais en fait je sais rationnellement que cette personne, on pourra jamais rien construire ensemble, ou est-ce que des fois il faut passer au-dessus et on peut avoir des surprises? Alors tout est une question aussi de communication, c'est-à-dire que si je te dis pas que en fait je suis un peu déçue ou que j'espère quelque chose, ben je serai toujours déçue et j'espérerai toujours quelque chose. Et effectivement, donc l'autre ne peut pas changer ou évoluer, et donc je pourrais pas dire dans 10 ans ah là là il ou elle n'a pas changé, enfin voilà. Ben oui, mais en même temps si tu l'as pas exprimé, en fait ce dont tu parle, c'est ce qu'on appelle un peu l'éveil, le sursaut, tu vois, dans une relation. C'est-à-dire se dire, mais en fait, on a pris des chemins qui sont différents. Et c'est pas grave. Ce qui est intéressant, moi j'aime bien expliquer ça par des maths. Tu vois, quand tu dis à des élèves de construire 2 droites donc parallèles, et qu'en fait, elles sont pas
tout à fait parallèle. Tu vois, si c'est pas tout à fait parallèle, à un moment, en fait, ça va faire comme ça. Donc, ça s'est coupé ici, tout au bout, en fait, avant, peut-être dans un infini grand, mais et ça va en fait petit à petit dévier. Et tu finis au bout d'un moment très éloigné. Très éloigné. Et en fait, tu t'es pas aperçu parce qu'au départ, tu as l'impression de regarder dans la même direction avec l'autre. Et à un moment, en fait, nos chemins s'éloignent. C'est un strabisme à la fin. Quoi. Exactement. Mais donc, en fait, tu vas mettre beaucoup de temps pour voir cet éloignement. Et donc, si tu es au début, tu le vois pas. Et donc, c'est là où, effectivement, comme tu disais, je peux mettre 10 ans avant de me rendre compte qu'effectivement, on a pris des chemins qui sont différents. Parce qu'en fait, on s'est éloigné de plus en plus. C'est très léger, c'est très insidieux. Et cet éveil, en fait, ça veut pas dire forcément qu'on a mal agi, qu'on a fait un truc qui allait pas, machin. Ça veut dire que ou qu'on avait trop d'espoir, ça veut dire qu'en fait, au démarrage, c'était compliqué de voir et qu'il aurait fallu à chaque fois un petit peu redévier un peu nos routes. Et c'est pas impossible de le faire, évidemment, mais c'est pas tout d'un coup, en fait, depuis le début, on n'avait rien à voir, on n'avait rien en commun. Non. Au départ, on avait beaucoup de choses et puis au fur et à mesure, finalement, chacun a évolué différemment. Donc, il faut pas non plus s'en vouloir ou regretter ou se dire, ben voilà, j'ai toujours eu de l'espoir que... Non, parce qu'au départ, vous aviez l'impression d'être sur la même longueur d'onde, tu vois. Est-ce que la rupture amoureuse, ça peut être un déclencheur pour réaxer aussi ? Tu vois des gens qui rompent et puis finalement... ils se rendent compte qu'en fait, ils s'aiment et ils se remettent ensemble ? Oui, bien sûr. Ça peut être un déclencheur, pas forcément pour se rendre compte qu'ils sont amoureux, mais pour peut-être remettre un peu ce qu'on appelle les pendules à l'heure, c'est-à-dire dire qu'est-ce que je suis capable d'accepter ou de ne pas accepter de l'autre. Et peut-être que j'ai pas vu quelque chose, peut-être que j'ai été aveuglée par quelque chose de trop égoïste, ou peut-être que j'ai accepté trop de choses de l'autre, et donc je suis plus capable de le supporter. L'un et l'autre, en fait, à un moment, peuvent arriver à ce point de déchirement, en fait, de rupture, mais ça veut pas dire pour autant que on n'est pas capable de se reposer sur le fameux chemin, tu vois, et de se dire, ok, où est-ce que il y a eu un truc, en fait, où est-ce qu'il y a eu scission, où est-ce qu'il y a eu cette rupture qui est arrivée et en fait nos chemins sont partis alors qu'au départ c'était bien parallèle. Où est-ce qu'il y a eu ce truc ? Donc en fait tu peux détricoter un peu ta relation et te dire en fait moi c'était là et moi c'était là. Ok, allez, on revient un peu en arrière, on refait quelque chose de complètement différent, on repart. Donc il y en a qui vont dire mais c'est compliqué parce que effectivement on reprend la même truc. Alors moi je dis non, on reprend pas la même histoire, on redémarre une autre histoire là où l'autre a pris fin en fait. Ok, c'est beau ça. C'est la théorie après. Et c'est pas facile, il faut mettre beaucoup de volonté de part et d'autre. Faut se battre pour que ça puisse fonctionner. En fait, c'est reconstruire quelque chose. Il faut beaucoup d'amour pour ça. Mais en même temps, il faut beaucoup d'amour pour passer beaucoup d'étapes aussi dans un couple. Donc tant mieux. Quand on y arrive, ça veut dire que en fait cet amour il est profond et que l'un et l'autre justement on regarde dans la même direction. Là, je m'adresse aux personnes qui regardent la vidéo et qui hésitent à quitter leur partenaire et qui peut-être depuis hier ou alors depuis des mois ou des années, il y en a aussi qui peuvent attendre très longtemps. Ouais. Comment on sait que c'est la bonne décision ? Alors moi, je dirais plutôt, tu peux pas savoir à l'avance si c'est la bonne décision. Tu sais, il y a une phrase qui dit on sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on va retrouver derrière. Bien sûr. Je parle pas forcément de personne. Je parle de façon de vivre, de vie. C'est cette phrase d'ailleurs qui bloque à prendre des risques souvent dans la vie. Exactement. Je dirais plutôt, donc je peux pas te dire si après ça va être mieux. Mais en revanche, c'est toujours pareil. Arrêtez d'être dans la projection et être dans l'instant présent. Est-ce qu'aujourd'hui, cette personne te rend heureux ou heureuse ? Est-ce que cette personne aujourd'hui t'épanouit ? Est-ce que cette personne aujourd'hui, est-ce que avec cette personne, tu te sens être toi, tu te sens en confiance, tu te sens heureux ou heureuse ? Et à ce moment-là, eh ben c'est ça. Là, tu auras ta réponse. Et puis, c'est vrai que si tu te poses la question, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut rompre. Souvent, on va se dire, ouais, bah, si tu te poses des questions, ça veut dire que c'est pas la bonne personne. Non, c'est un red flag, comme j'ai dit.
Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il faut rompre. Ça veut dire qu'en tout cas, il va falloir changer quelque chose. Changer la communication, changer notre façon de voir les choses, etc. Peut-être que si je suis trop dans la projection, peut-être que c'est moi qui dois changer quelque chose. Si je trouve que l'autre n'est pas assez expressif, peut-être que c'est à moi de lui dire que j'ai besoin qu'il soit ou qu'elle soit plus expressif. Tu comprends? Donc en fait, c'est pas forcément synonyme de rupture, mais en tout cas, c'est ce qui doit permettre d'avoir quand même une voie dans laquelle s'engager. Au début de ma vie amoureuse, on va dire deux, trois vraies premières relations que j'ai eues, donc à partir de 16 ans, c'est moi qui me suis fait quitter. Et donc je me suis rendu compte, à 33 ans, pas sympa. Non, je déteste les femmes du coup, devenu un incel total. Non. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai mis vraiment longtemps à me rendre compte que mes relations d'après, c'est toujours moi qui ai quitté les personnes. Parfois, avec du recul, je me dis, bon, bah oui, on prenait des chemins différents où ça n'avait rien à voir, etc., où je m'étais trompé à la base, etc. Mais pour certaines relations, je pense que je l'ai aussi fait pour anticiper de ne pas souffrir d'une rupture amoureuse. C'est-à-dire que ça n'avait rien de rationnel. C'était un truc, et je me suis même empêché des fois de sortir avec quelqu'un par anticipation déjà, de me dire, bah non, je vais souffrir avec cette rupture, ça va nulle part. Est-ce que ça, c'est un comportement que tu vois régulièrement ? Énormément. On n'imagine pas, et en même temps, avec beaucoup de recul, on le sait, mais à quel point, surtout la première rupture, a un impact très important. La première rupture, c'est celle dont on se rappelle toujours, le premier chagrin d'amour. On s'en rappelle toute notre vie. Et ce premier chagrin d'amour, en fait, il va un peu dicter la manière dont tu as envie ou pas de rompre ou d'être plutôt dans la passivité, etc. Donc effectivement, quand tu vis, comme tu dis en plus, 3 chagrins et 3 ruptures que tu n'as pas désirées toi-même, tu dis en fait ça veut dire que je fais quelque chose qui a eu une incidence sur le fait que l'autre me quitte, et surtout je n'ai pas vu en fait, la relation se déliter. Je n'ai pas vu que l'autre allait me quitter. Ça a été à chaque fois une surprise. En tout cas, je n'ai pas voulu le voir. Parce que quand tu parlais des red flags, si je prends du recul, évidemment qu'il y avait 1000 red flags et que j'étais enfermé dans mon conte de fée. C'est normal quand on est jeune. Après, on prend un peu plus de bouteilles et d'expérience et on se dit, ah ouais, non, ça, ok, ça c'est bon, je l'ai déjà vécu 2-3 fois, c'est bon, je le refais pas une deuxième fois. Mais les premières fois, c'est normal. Tu fais tes expériences, tu vis, tu vois, en fait, chaque chose, et tu te dis, ok, ça a une incidence sur le fait que l'autre va me quitter. Et au fur et à mesure, tu te dis, ok, en fait, peut-être, et c'est là où c'est intéressant, tu as plusieurs chemins qui vont se proposer, peut-être que j'ai envie de continuer à être telle que je suis, et que je vais peut-être rompre moi avant, pour être sûr que la manière dont j'ai été, c'est authentique avec ce que j'avais envie d'être et avec le couple que j'avais envie d'avoir, mais que je sens que l'autre va me quitter, donc je romps avant. Mais je ne renie pas l'authenticité de la personne que je suis ou de la relation que j'ai envie d'avoir. Ça peut être un chemin. Un autre chemin, ça peut être de se dire, ok, tout va bien dans la relation et je romps parce que j'ai peur aussi, à un moment, de basculer dans un truc où je ne pourrai plus rompre. Où tu te sens trop engagé. Exactement. Là, on peut plus. Là. Et puis après, tu as aussi ce truc où tu expérimentes que la rupture que tu as eue, elle était tellement douloureuse pour toi que, en fait, la moindre petite excuse va te servir de tremplin pour rompre parce que peut-être tu as envie d'en sortir plus vainqueur pour reprendre confiance en toi, ou peut-être parce que tu as envie de faire du mal à l'autre parce que tu sens que l'autre te blesse trop. Ça peut être aussi une idée, tu vois, une voie. Mais effectivement, les premiers chagrins d'amour étant tellement violents et douloureux qu'on peut être amené effectivement par la suite à vouloir rompre un peu qu'importe ce qui va se passer dans la relation, mais à vouloir rompre en premier parce que ça va permettre un peu de réparer l'ego. Est-ce que toi, tu arrives à être hermétique à toutes ces erreurs de vie de ton parcours, ou tu as l'impression que, en fait, non, juste, t'as pas de joker, quoi? Parce que j'ai l'impression qu'en plus, si toute la journée, tu vois des patients qui parlent de ces trucs-là, tu dois avoir des petits reminders pour ta vie perso, je me dis, tu vois, où tu dois dire, bon, bah là, on fera pas ces mêmes erreurs-là, ou en fait, peu importe qui on est, personne n'est à l'abri de tout ça. Alors, personne n'est à l'abri. Et puis, il y a un truc, c'est ce que je dis souvent aux patients, tu sais, si on avait un guide parfait,
pour être souvent, c'est souvent les parents qui me disent moi je voudrais être parfait avec mon enfant, et je dis mais s'il y avait un guide, en fait tout le monde aurait acheté ce guide-là et puis on le suivrait et puis machin. C'est pareil dans les relations amoureuses, dans la parentalité, dans les relations au boulot, machin. Il y a pas de guide, il y a des effectivement, on est peut-être plus alerte, effectivement on est peut-être plus au fait de certaines choses, mais ça veut pas dire que nous-mêmes on peut pas tomber dans le piège. Les psys sont pas en fait, surhumain, on n'est pas forcément à l'abri des ruptures amoureuses, des douleurs, des difficultés. Il y avait même eu un livre il y a quelques années qui est sorti pour expliquer qu'en fait les psys étaient des humains. Les psys peuvent, il y a des psys qui peuvent être en dépression, qui peuvent être sombrer dans l'alcoolisme, dans la drogue, etc. Les psys sont là pour s'effacer, pour laisser place à la parole et l'importance du patient, mais pendant ce laps de temps. Ça ne veut pas dire qu'en dehors du cabinet, les psys s'effacent encore et laissent parler leur professionnalisme. Les psys ne s'effacent et ne laissent parler le professionnalisme que dans le cadre du cabinet. Je te vois genre ok, donc toi aussi tu peux faire de la merde. Non, parce qu'en plus toi t'es vraiment l'exemple où je vois de l'extérieur une famille parfaite, tu vois. Je me dis ok, elle est trop forte quoi, elle arrive, elle connaît tout quoi, elle lit dans le cerveau des gens, donc elle a aucune erreur. Mais justement ça c'est un truc, j'ai l'impression, moi plus j'avance en âge, plus je le vois autour de moi, qu'il y a aussi plein de gens qui veulent pas rompre parce que je te dis ça, bah alors je suis pas du tout dans ton intimité, donc j'ai aucune idée de ce qui se passe dans ton couple et tout. C'est la projection que j'ai socialement. Et il y a plein de gens aussi qui ont très peur de détruire dans le regard des autres tout ce qu'ils ont construit. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent d'un point de vue extérieur, on est le couple parfait. Donc si jamais j'ai trop peur d'annoncer à mes parents, j'ai trop peur d'annoncer aux autres et qu'ils me regardent un peu différemment et qu'ils soient déçus alors qu'on est censé être le symbole de réussite. Est-ce que ça, c'est des trucs que tu vois souvent et qui peuvent du coup faire durer des couples hyper longtemps qui ont envie de se quitter depuis longtemps ? Oui, alors c'est cette pression sociale en fait qui est très importante et elle l'est de plus en plus en fait à cause avec l'émergence des réseaux sociaux. Avant, t'avais des couples qui représentaient justement cette image lisse, parfaite, etc. Et ça restait dans un domaine du privé. C'est-à-dire les amis proches, plus ou moins proches, mais bon voilà, il y avait des gossips, mais ça restait comme ça. Aujourd'hui, t'as une telle... le mot d'ailleurs est réel, c'est une publication de la vie privée qui fait que en fait tu n'es plus dans cette sphère privée, c'est le public qui peut commenter, qui va aller regarder, qui va aller stalker, qui va aller dire ah oui, c'est vrai que sur cette photo, quand elle a posté ça ou il a posté ça sur tel réseau, et ben il y avait ce truc-là, on aurait dû quand même le voir. Et en fait, ça devient douloureux pour les gens à tel point que ils ont peur en amont, effectivement, de casser l'image qu'ils ont auprès des autres, parce qu'en fait, c'est cette représentation parfois aussi qui a un fort impact sur leur confiance en eux. Et donc, dans ces cas-là, rompre, ça voudrait dire aussi casser un peu sa confiance en soi. Donc, effectivement, cette image publique peut avoir un énorme impact pour empêcher d'aller vers cette rupture amoureuse, sentimentale. Donc oui, aujourd'hui, avec l'émergence des réseaux sociaux, tu vas avoir effectivement cette pression sociale qui est plus importante et donc des couples qui peuvent rester pour des mauvaises raisons. Avant, on voyait que les couples pouvaient rester seulement, entre guillemets, pour les enfants. Aujourd'hui, tu as des gens qui vont rester pour l'image publique, pour ce que ça renvoie, parce que ça fait joli, parce que les photos sont bien et que c'est la perfect picture, quoi. Et quand même, dans tes patients, est-ce qu'il y a quand même des gens qui arrivent à se détacher de ça, qui finissent quand même à se détacher de ça, ou il y en a au bout de 15 ans qui disent mince, c'est trop tard et je sais pas, qui finissent leur vie malheureux dans un couple qu'ils n'ont pas aimé? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, même s'il y a plus de pression sociale, il y a aussi beaucoup plus de liberté.
il y a aussi beaucoup plus on assume beaucoup plus parce qu'on se dit que les rencontres sont plus faciles. On est à l'ère des réseaux, à l'ère des rencontres, à l'ère des... Donc les gens, finalement, ils aiment cette représentation publique qu'ils peuvent dégager. Ils ont peur de la perdre, mais en même temps, ils sont aussi plus à même de dire « Ouais, mais en même temps, je m'en fous de l'envoyer balader. » Tu vois, c'est un peu... Ça paraît comme ça un peu antinomique l'un et l'autre, mais finalement, c'est pas parce que t'adores cette image et cette projection que les autres peuvent avoir de toi, que t'es pas capable non plus de dire, en fait, je peux tout envoyer balader et je vais changer l'image que je représente auprès des autres et montrer qu'en fait, moi, je suis capable de faire ça, tu vois. Ok. Donc, et peut-être même d'ailleurs que c'est encore une fois dans l'image et la pression sociale, tu vois. Oui, c'est motivé par la même chose. Mais... Souvent. Mais des fois, ça te rend plus service. Mais quand en fait, tu vois, je fais aussi des thérapies de couple dans mon cabinet et quand on est en thérapie de couple, en fait, j'entends ce truc de on n'a pas osé en parler aux amis, on n'a pas osé en parler à la famille et on n'est pas obligé d'en parler aux amis, à la famille, c'est quelque chose du privé justement. Mais c'est pas eux qui doivent avoir une incidence sur est-ce que notre couple va continuer ou pas. Les thérapies de couple, j'ai l'impression que c'est hyper compliqué à gérer en tant que médiatrice parce que je sais pas pourquoi dans mon imaginaire j'ai l'impression qu'il y en a toujours un des deux qui a pas envie d'être là, qui a dit non mais on n'a pas besoin et tout, et puis qui finalement poussé par l'autre s'est dit bon on est là, mais que t'en as je sais pas un des deux qui est toujours un peu réfractaire à parler de sa vie privée. Alors, c'est souvent la personne qui a le plus besoin en fait de dire des trucs. Oui. Moi, la première question que je pose quand on est en thérapie de couple, je leur demande si les deux ont envie d'être là, si c'est une décision commune ou ça vient de l'un ou l'autre. Ça fait partie vraiment des premières questions que je pose parce que je vais essayer de comprendre qui est à l'initiative. Est-ce que c'est parce que la personne a envie de sauver quelque chose ou n'a plus rien envie de sauver et donc veut dire à l'autre de partir ou qu'il veut partir. Donc, c'est vrai que d'entrée de jeu, j'essaie de, entre guillemets, pas perdre de temps et de demander, en fait, déjà dans quel cadre ils sont, c'est-à-dire qui a pris cette décision de faire cette thérapie de couple, s'ils ont envie de réparer ou de continuer quelque chose, ou si il y en a un des deux ou les deux qui ne veulent plus faire d'efforts et pourquoi. Voilà. Comme ça, tu sais un petit peu c'est vers quoi tu vas aller. Tu sais si les consultations vont être douloureuses pour toi et pour eux ou juste pour eux. Enfin, okay, ouais. Et statistiquement, ça marche ça redresse des couples où en fait, bon, souvent c'est juste peut-être que la fin se fasse de manière plus saine, peut-être. Alors en fait, on sait, c'est terrifiant, mais on sait assez rapidement si le couple va tenir ou pas. Ah ouais, genre dès le premier rendez-vous, En fait, alors ça, évidemment, on peut toujours avoir des surprises, mais ce que je veux dire, c'est que c'est souvent un truc où tu sais à peu près où tu vas aller. En fait, pendant la consultation, tu vois des choses émerger, t'entends quand même des trucs que l'autre n'entend pas forcément, mais toi, tu les as bien entendus, tu les as conscientisés. Enfin, tu vois, il y a eu un vrai truc qui est sorti déjà pendant cette première consultation et tu sais généralement ce que l'un et l'autre veulent. C'est quoi, tu veux dire dans des comportements, des manières de dire les choses ou des types de reproches ou... Ouais, par exemple, dans des types de reproches, dans des par exemple, quand ils relatent une histoire, ils n'ont pas du tout peut-être la même interprétation, tu vois. Et c'est ce qui va te permettre de savoir si, tu vois, t'as une personne qui peut dire oui, j'ai envie que ça ce couple, on se remette ensemble et tout, mais en fait, qui profondément, quand elle va parler, la personne, tu vas savoir qu'en fait, son inconscient dit complètement autre chose, tu vois. Donc, en fait, c'est ce qui va te permettre de savoir si les personnes sont déjà sur la même longueur d'onde ou pas du tout. Et donc, dans ce premier rendez-vous, si les personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde, tu sais que ça va être franchement plus compliqué, plus difficile de remettre ce couple ensemble. Et ça, tu peux pas le dire. Ça t'est arrivé de faire des séances où en fait ça fait déjà 6 mois que t'es au courant que non attends mort, non en général ça s'arrête bien avant quand c'est une thérapie de couple. Ok, ah oui, ça dure pas longtemps. Bah disons que ils sont c'est pas forcément la bonne chose, mais la plupart des couples viennent un peu dans l'urgence, tu vois. Quand ils estiment que genre, ça y est, ils ont atteint leurs limites, ce qui est pas forcément la bonne solution, parce qu'il vaut mieux travailler et quand c'est un peu bancal. Ouais. Mais quand c'est déjà tombé, c'est plus difficile de le relever, tu vois. Alors,
En fait, ça va être vraiment en fonction du couple que je vais avoir en face de moi. C'est-à-dire qu'il y a des couples à qui je vais dire, en fait, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et on le met sur le tapis pour pouvoir trouver des solutions, déceler des trucs et avancer. Et il y a des couples où, au contraire, on va rien dire parce qu'on sent que l'un et l'autre ne sont pas prêts à entendre ou pas capables ou pas. Enfin, donc ça va vraiment dépendre au cas par cas. Et dans les thérapies de couple, ils sont tout le temps à deux ou tu as des moments aussi où tu prends une personne à part pour avoir 2 sons de cloche peut-être et casser un peu la dynamique s'il n'y a pas un truc de domination Alors, en fonction, il y a autant de thérapies qu'il y a de thérapeutes. Okay. Moi, je vais faire aussi chacun à part pour essayer de comprendre des problématiques peut-être qu'il n'a pas envie de partager avec l'autre, quoi. Ouais. Est-ce que globalement, c'est bien de garder contact avec la personne, avec ta partenaire, après s'être quitté? C'est un peu le truc, est-ce qu'il faut rester ami avec ses ex? Mais là, je parle pas forcément sur longtemps après. Ouais. C'est souvent, est-ce qu'il y a vraiment besoin, au moment de la rupture, de vraiment couper les ponts pour se dire, là, on passe à autre chose, c'est un autre cycle? Parce que on a plein d'exemples, je pense, autour de nous, de gens qui disent « Ah, on n'est plus ensemble ». Et puis, en fait, ils continuent à se voir. Donc, tu vois qu'en fait, c'est long de passer à autre chose. Souvent, ils continuent un peu à coucher ensemble, ils replongent et après... Enfin, c'est un peu les feux de l'amour. Alors, on reste souvent amis, faux amis, j'ai envie de te dire, quand la bande de potes est commune. Ouais, bien sûr. Ça, c'est plus difficile. Ou quand c'est justement une relation de couple qui a duré très longtemps ou quand on a été marié, là, c'est plus délicat. Alors, j'ai envie de le diviser. C'est-à-dire que quand on a été marié avec des enfants, c'est encore un truc un peu différent. Bien sûr. Dans le sens où là, moi je dis souvent, on peut garder une union familiale. On peut dire aux enfants que en fait, on s'aime, mais on n'est plus amoureux. Ce sont deux choses différentes. Donc, on a le droit de garder une union familiale. C'est pas parce qu'en fait, on n'est plus une famille qu'il n'y a pas d'union familiale. Ouais. Tu vois. Ça, c'est une chose. Donc, on va pas parler d'amitié, on va parler d'union. Ensuite, pour les relations long terme où il n'y a pas d'engagement d'enfants, etc., dans ces cas-là, il faut... En tout cas, moi, je recommande qu'on ne reste pas amis. Okay. Si c'est trop douloureux, s'il y en a un des deux qui le vit mal, alors on ne peut pas accepter qu'il y ait cette fausse relation amicale derrière, que ça soit pour soi ou pour l'autre. On ne peut pas faire ça non plus à l'autre par égoïsme. Donc, en général, moi, je recommande une coupure très nette, très ferme, très... Un peu comme quand on dit il faut arracher le pansement d'un coup, tu vois. Ouais. Oui, ça fait mal quand on l'arrache, ça arrache plus de poils, mais en fait, on aura probablement la même douleur au moment où on va arracher un pansement. Il aura encore plus collé et moisi si on a pris plein de douches en plus. Tu veux dire qu'une espèce de rupture progressive, ça n'a marche pas, quoi. Ça n'a pas beaucoup de sens quand c'est... Enfin, quand on a rompu, hein, je parle le après. Bien sûr. C'est-à-dire, oui, ça n'a pas beaucoup de sens dans le sens où il y a plusieurs étapes, un peu comme dans le deuil, tu vois, dans une rupture amoureuse. Donc, tu vas être d'abord dans le déni de non, c'est pas possible, machin et tout. Et puis après, tu vas être dans la colère. Puis après, tu vas être plutôt dans un truc de la négociation. Non, mais attends, viens, on va encore faire une... En fait, c'est plutôt une pause. Machin. Le problème, c'est que tu ne peux pas avancer dans ces étapes-là si tu n'as pas fait la coupure nette et définitive. Tu vas en fait continuer à être dans la négociation et encore la négociation et encore sauf qu'après la négociation, normalement, en fait, tu as 2 autres étapes et ça met fin à ton truc, tu vois. Ouais. Tu auras derrière la tristesse et l'acceptation. Okay. Et le problème, c'est que si t'es ami avec la personne, t'es toujours dans la négo ou le déni. T'es carrément peut-être même dans la première truc. Ah oui, donc ça t'empêche de passer aux étapes. Ça rallonge juste les étapes. T'es dans le déni de non, mais en fait, peut-être que on a des choses à rattraper, peut-être qu'en fait, c'est pas complètement... Donc en fait, t'es pas en colère contre la personne ou t'es un peu en colère. Et puis tout d'un coup, ou toi ou l'autre va rencontrer quelqu'un et donc tu vas être forcé de tourner la page ou l'autre va être forcé de la tourner et là, alors là tu vas avoir d'un coup la colère, t'auras même plus le temps d'avoir tu vois la négociation, t'auras la tristesse et après l'acceptation, mais ça sera d'une violence en fait. Elles vont rattraper le retard, quoi. Exactement. Donc il vaut mieux le faire d'un coup et se dire ok, ça veut dire aussi
et ça, je mets un truc hyper important dessus, si on doit vraiment mettre un gros warning, c'est quand on rompt sur en fait toutes les petites chaînes qui nous raccrochent avec cette personne, c'est-à-dire aussi les réseaux sociaux, aussi les soirées où on allait voir la personne, etc. Tu veux dire qu'on ne stalke pas son ex ? Non, jamais. Ça n'a jamais fait du bien à personne. C'est même plutôt catastrophique, en fait. On ne fait pas ça. En fait, c'est... Tu sais, comme quand on cherche à voir si l'autre nous trompe ou si l'autre a un truc... Ben en fait, quand tu cherches, tu trouves. Mais tu trouves pas forcément, en plus, la réalité. Tu trouves juste ce que tu as envie de voir. Donc, en fait, tu vas stalker, tu vas te trouver un truc qui va te détruire parce que tu as envie d'être détruit ou parce que tu as envie de détester l'autre ou parce que tu as envie d'interpréter quelque chose, mais qui n'est pas forcément la réalité. Tu veux dire qu'on est très fort pour déformer la réalité pour qu'elle rentre dans notre réalité à nous ? Complètement. C'est la distorsion. C'est vraiment ce truc-là, c'est... En fait, j'ai envie de voir ça, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif, j'ai envie de voir ça de telle manière, alors je vais interpréter les éléments pour que ça rentre dans ma pensée. Et ma pensée va primer par rapport à tout ce qu'on pourrait me dire. Et ça, j'ai l'impression qu'on le fait tous au quotidien. En fait, parce que vu que la réalité n'existe pas vraiment, on a chacun notre réalité, j'ai l'impression que... Parce qu'il y a aussi des trucs positifs. Moi, je sais que cette chaîne YouTube, je l'ai aussi créée en déformant ma réalité, en me disant mais ça peut être un vrai métier en fait. Là où au début ma réalité était ça n'existe pas. Donc il peut y avoir des trucs positifs et en même temps aussi ça peut aller dans nos travers parce que derrière on le voit aussi dans la politique, dans toute notre conception de la vie, de la société en général quoi, où on va tout interpréter pour surtout que ça ne casse pas notre socle d'idées. Bien sûr. On dit qu'il y a dans une réalité, il y a ta réalité, ma réalité et la réalité objective. Et c'est souvent ce que j'essaie d'expliquer aux patients. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent me donner leur réalité et moi, j'essaie à partir de ce moment-là, de trouver la réalité objective. Et c'est effectivement, en fait, on va détricoter un peu un biais cognitif, tu vois, et on va essayer de dire à la personne, mais ça, c'est ce que tu as pensé, c'est ce que tu as interprété. La réalité objective, elle est telle qu'elle. Après, maintenant, imaginons, tu vas te mettre à la place de l'autre. L'autre, il ou elle a peut-être pensé ça, et c'est peut-être différent, et c'est ça aussi à prendre en compte. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à ne plus être dans la colère vis-à-vis de l'autre, à ne plus être dans le déni, et à voir les red flags. Tu vois, tout à l'heure, je te disais hors antenne, je te parlais de la série que je regarde avec ma fille en ce moment, qui est L'été où je suis devenue jolie. Ouais, que je connais pas, donc je vais aller voir. Bon. Mais il y a des gens ici qui regardent. Donc grosse fan de la série. Ouais. Et tu vois, par exemple... tu vas me parler de personnages et tout, là. Ouais. Non, mais tu vois, t'as une jeune fille qui doit choisir entre 2 garçons. Ok. 2 frères. Oh. Ouais. Là, ça te donne envie de regarder. Ok. Ce qui doit arriver dans la vie, en plus. J'en ai eu plein des patients comme ça. Ouais, c'est terrifiant. Mais donc, pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, si tu regardes la série, en fait, et que tu es dedans en tant que spectateur de cette série, tu dis « je veux telle personne. Je veux absolument telle personne. » Et en fait, si on est dans la réalité, en fait, tu vas te dire « ok, mais la série, elle est racontée sous un angle, c'est la jeune fille qui raconte. Donc en fait, t'as envie de cette personne parce que c'est elle qui raconte cette série. Si maintenant c'était un des 2 frères qui racontait la série, t'aurais peut-être envie d'autre chose. Et c'est évident d'ailleurs. Je pense que là, tous les gens qui nous écoutent, ils peuvent essayer d'interpréter la série en se mettant du point de vue d'un des garçons et ils auront une autre idée, une autre pensée de cette réalité qu'ils sont en train de vivre. Et c'est ça souvent ce que j'essaie d'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, si t'es trop dans ta pensée à toi en disant que c'est l'unique et seule réalité, alors dans ce cas-là, tu peux pas avancer non plus. C'est pour ça que, et attention là, j'active ton autre casquette de criminologue, c'est pour ça qu'il y a eu toute une vibe où on s'est dit waouh, tellement stylé, tous ces tueurs en série, etc. Avec toutes ces séries où en fait le personnage principal est le tueur en série et où toi-même ça te met face à des trucs où je sais pas, t'as l'air de comprendre pourquoi il fait ça, ou même tu te dis il est quand même sympa ce gars, tu vois, alors qu'en fait c'est juste le mec a tué horrible et tout, c'est un psychopathe. La première personne tuée, tu dis bon bah s'il y avait une série sur cette personne de son point de vue, juste c'est horrible et ça dure un épisode. Et c'est ce qui a fait que derrière, aux États-Unis, il y a eu des vagues de femmes
qui ont écrit à tous les meurtriers en série, violeurs en série et tout, ouais, par fascination de la psychologie qui pouvait ressortir par les films où on nous faisait voir ces psychopathes ou autres d'un autre point de vue que la réalité. Tu vois. On les a un peu rendus sexy. Quoi. Exactement, ouais. Mais c'est un peu, tu vois, par exemple, j'en parlais avec un patient hier. T'as aussi, je sais pas si tu vois ce que c'est, les dark romances. Non. Ah ben, j'ai appris ça en consulte aussi. Alors, il y a un gros public pour ça. Les dark romances, c'est des romans où tu as une violence, il peut y avoir une violence physique, psychologique, des viols, enfin un vrai truc. Et ce type qui fait ça, c'est souvent ça, on te le rend finalement extraordinaire et la femme, qui est donc sa victime, tout d'un coup te le décrit comme étant l'homme le plus extraordinaire et peut avoir de l'excitation dans tout ça. Et tu vois, en fait, aujourd'hui, ça trouve un large public, ces dark romances. La problématique derrière ça aussi, c'est qu'on est en train de rendre sexy des conduites déviantes. Alors, je dis pas que c'est pas bien, il n'y a pas de jugement dedans. Je dis juste qu'il faut réussir à voir qu'on est dans quelque chose de l'ordre du fantasme, qu'on est dans l'ordre de l'écriture, voilà. Et c'est pareil pour les films, les séries, voilà. Il faut essayer de comprendre que la réalité, elle dépasse en fait et elle est autre que ce qu'on est en train de voir et d'imaginer de sexy chez quelqu'un qui peut avoir une conduite déviante. Et c'est vrai que parfois, ça a aussi une incidence, là, de plus en plus chez les jeunes, sur des relations amoureuses et sexuelles qui ne conviennent pas à l'un ou à l'autre parce qu'ils ont appris à aimer ou la sexualité à travers le regard de ces ou films ou romans qui sont basés sur des trucs un peu déviants. Moi, je suis génération Twilight, donc c'est moins hard que ça, mais ça a quand même créé toute une génération de gens qui se sont dit « Ah ouais, le mec idéal, c'est un mec toxique. » Ouais. Non, mais c'est vrai, ça en fait, plus on avance dans les générations et plus on se rend compte que ça a des incidences. Et justement, est-ce que sur les ruptures amoureuses, s'il y avait pas, on n'avait pas été biberonné avec autant de films, de séries, etc., où les ruptures amoureuses, c'est un déchirement, c'est c'est un truc aussi passionnel, peut-être ça nous ferait moins mal. À quel point ce truc-là nous dicte un peu les sentiments qu'on doit avoir et ce qu'on doit ressentir pendant une rupture, quoi. Alors, c'est drôle ce que tu dis parce que je le vois personnellement avec ma fille, mais je le vois aussi chez les petites patientes. Au départ, chez les petites patientes et les patients aussi chez les garçons, il y a une forme de... C'est pas très grave si on a rompu, quoi. Ouais. Ça va, je suis jeune, je vais passer à autre chose et tout. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'âge, je me dis, effectivement, c'est pas que la relation a été plus longue, c'est pas que la relation a été plus importante, c'est pas qu'on a été... Je sais pas, peut-être qu'on a été plus amoureux, je sais pas, mais effectivement, est-ce que les films ou séries peuvent avoir une incidence sur le fait de vivre plus mal les ruptures amoureuses? C'est une vraie question que je me suis posée ces derniers temps en me disant qu'effectivement, les ruptures amoureuses quand on est jeune, alors qu'on peut être très amoureux, finalement, ça passe un peu plus facilement, ça passe à l'as, quoi. Ouais. Si tu vois, à 16-17 ans, t'as plus envie de hurler sous la pluie, quoi. Tu vois. Ouais. Et ça, je me dis, je pense pas que de base, on ait envie de hurler sous la pluie, tu vois. Et donc, c'est là où finalement, en fait, en le disant, j'ai ma réponse. C'est parce qu'en fait, en grandissant, on projette. Alors que quand on est jeune, on projette pas. Donc, c'est la projection qui crée peut-être plus de tristesse dans les ruptures amoureuses. Tu vois, là, je sais que moi, j'avais vécu des ruptures amoureuses où le premier truc, c'est marrant d'ailleurs, plus une image féminine, mais le premier truc que j'avais envie de faire, c'était regarder une série, me mettre sous un plaid et de manger une glace, tu vois. Et je me suis dit, est-ce que je suis pas en train de me faire avoir par le lobby de Ben & Jerry's, tu vois, qui s'est mis dans les films, et en fait, c'est ce que Bridget Jones. Ouais, évidemment, voilà ça. Je me dis, est-ce qu'en fait, ça s'est construit, ou en fait, juste, t'as évidemment envie de le faire de base, quoi. Alors, t'avais envie d'une glace, toi? Moi, j'avais envie d'un truc genre gâteau, quoi. Ah ouais? Non, moi, c'est du sucré, quoi. Ouais, on est d'accord. Maintenant, les glaces sont globalement des gâteaux à l'intérieur. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est plus dur de quitter quelqu'un ou de quitter des habitudes? Parce que j'ai l'impression que des fois, on se voile un peu la face et de se dire, pour caricaturer, matériellement, c'est trop galère parce que on a une maison ensemble, parce qu'on a des potes en commun,
parce que la boxe, elle est à nos 2 noms. Enfin, tu vois, c'est un peu ce truc-là où tu te dis, je crois que l'effort de se quitter est beaucoup plus chiant que quitter matériellement des trucs que tu vas perdre. Et même des fois des avantages aussi, tu vois. Alors, tu peux avoir ça, effectivement, quand tu es déjà dans un couple assez établi, plutôt même famille, tu vois. Effectivement, on a ce truc de... toujours un peu de... j'ai pas envie de perdre tout ça, je sais pas ce que je vais avoir derrière. Et puis, il va y avoir une petite bataille ou juridique ou psychologique, et où d'ailleurs, et je suis pas prêt à affronter ça. Donc, oui, ça peut bloquer le processus, mais c'est ce qui fait que derrière, en fait, ta relation, elle va s'appeler simplement une relation, mais plus une relation amoureuse. Est-ce que tu as envie de ne pas vivre intensément ta vie? Est-ce que tu as envie peut-être de regretter? Je sais pas. C'est un choix propre à chacun, dans lequel entre guillemets, je n'interviendrai pas. Évidemment, en tant que psy, on va pas dire à un patient, il faut faire comme ça ou pas. Bien sûr. Mais cette zone de confort, est-ce que elle est vraiment confortable, ou en fait, elle deviendra un vrai inconfort, tu vois? En fait, oui, on peut rester avec quelqu'un parce qu'on est dans le confort, mais est-ce que ce confort, à un moment, ne devient pas finalement ton pire ennemi? Donc oui, on peut ne pas quitter à cause du confort, mais il y a un moment où tu atteins un peu ta limite, tu vois, où tu peux ne jamais l'atteindre, mais te dire, est-ce que ça aurait été peut-être pas plus fou d'essayer de vivre. Moi, je dis toujours qu'il faut pas regretter. Il faut aller jusqu'au bout du truc. Donc, si tu as l'impression qu'en fait, tu ne restes que parce que il y a un confort matériel, c'est dommage. C'est dommage parce que, en fait, peut-être que l'inconfort matériel ira avec quelque chose qui t'apportera plus. On peut pas le savoir évidemment à l'avance, et c'est facile dans notre canapé de dire ça, mais peut-être que ça veut dire que ça va te donner un élan pour travailler, ou pour travailler différemment, ou pour prendre les devants, etc. Honnêtement, ça, c'est plutôt au cas par cas. Oui, ça peut empêcher des couples de se séparer, c'est évident. Mais ça peut aussi créer un couple qui finalement n'a plus de relation véritablement. Ouais. Avant de te demander des tips pour bien se remettre d'une rupture amoureuse, est-ce que tu as des tips pour bien engager une rupture amoureuse? C'est-à-dire, comment on fait pour rompre avec quelqu'un sans le faire de manière dégueulasse, quoi? Ne fais jamais à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça, c'est pour moi la première règle de vie de manière générale, mais donc aussi de rupture amoureuse. Est-ce que t'aimerais que l'autre te dise telle ou telle chose ou pas? Et qu'est-ce que tu aimerais que l'autre puisse te dire, ou la manière dont l'autre devrait le faire vis-à-vis de toi? Alors essaye de t'efforcer à faire ça comme ça. Et peut-être après, coller à la personnalité aussi de l'un ou de l'autre, ça peut être intéressant. Mais la rupture, c'est jamais facile, pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux. Donc, le plus important, c'est de montrer que pour que l'autre accepte ça, qu'il y trouvera finalement plus d'intérêt, même s'il ne le voit pas, dans cette rupture. Le fameux c'est pas toi, c'est moi qui, on arrête. Le fameux mais on peut rester potes, on arrête. Parce que tout ça, c'est des choses qui vont tromper l'autre, dans le sens où qui vont lui laisser croire quelque chose, qui vont en fait pas être réalistes. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est aussi une manière de se dire on évite de blesser. Alors qu'en fait, je pense qu'il y a aussi l'acceptation de dire, dans tous les cas, ça fera du mal. Donc, on va accepter ce truc-là. Exactement. Et puis, si tu évites de blesser, en fait, tu passes par le côté négociation, où l'autre va être dans le déni. L'autre va se dire, ah ouais, bon, donc, en fait, c'est juste un break. Ça veut dire que, non, en fait, sois honnête avec l'autre. Si t'es honnête, oui, l'autre aura mal, mais au moins, il aura passé la période du déni, tu vois. Ouais. Un truc aussi que je dis souvent à mes patients, ah ouais, mais je peux pas dire à mon mec ou ma nana que je romps parce que ça. Je romps parce que j'en sais rien, il ou elle a fait quelque chose qui me convient pas. En fait, on a le droit aussi de le dire. On va pas défoncer l'autre psychologiquement et le mettre plus bas que terre en disant voilà, t'as fait ça, machin. Mais en fait, ça peut être aussi un service qu'on lui rend. Lui dire, écoute, en fait, tu vois, je trouve que dans notre relation, il y a eu ça qui, aujourd'hui, moi, a fait que j'ai envie qu'on rompe. Et je te le dis avec calme, avec maturité, avec recul, parce que peut-être que ça pourrait t'aider
à ne pas refaire la même erreur avec quelqu'un d'autre, parce que je pense que c'est une erreur, ou en tout cas pour moi, dans notre couple, ça a été une erreur. Et voilà, ça veut pas dire que je te donne des reproches pour que tu le vives mal, ça veut dire que je pense que c'est de mon devoir aussi peut-être de te dire que ça c'est quelque chose qui peut te faire du mal dans un autre couple. Tu veux dire qu'on a toujours un truc à apprendre sur nous d'une rupture? Moi je trouve qu'on apprend encore plus d'une rupture. Ouais, c'est comme on apprend plus des échecs que des réussites. L'important, c'est pas combien de fois tu tombes, mais combien de fois tu te relèves. Et donc, c'est pareil aussi dans une rupture. C'est pas si la rupture, elle s'est bien faite. C'est si elle s'est mal faite, qu'est-ce que tu as aussi appris, tu vois. Donc, oui, une rupture peut t'apprendre plein de choses sur toi, sur l'autre, sur un fonctionnement, sur... Tu sais, on n'a pas de mode d'emploi. Donc, en fait, on va tester. On va tester, quoi. Et alors, du coup, maintenant, quelles sont les astuces pour se remettre d'une rupture amoureuse? À part la glace. Alors toi, t'avais la glace. Moi, j'avais la tarte au citron et le gâteau aux framboises. Au fromage, pardon. Le gâteau, ah oui. Gâteau au fromage, cheesecake, magnifique. Et tarte au citron. Les deux, c'était mes genres, tu vois. Et puis après, t'as des gens qui n'ont pas du tout faim. Donc chacun va réagir différemment. Nous, on était axés sur la bouffe, toi et moi, mais il y a des gens qui ne veulent surtout pas manger. Ce qui est marrant, parce qu'en fait, est-ce qu'on n'a pas des comportements un peu addictifs pour essayer de combler, justement, et que, finalement, ça sert peut-être à rien, si ce n'est à aggraver des fois c'est pas tant addictif, j'ai envie de te dire, parfois destructeur même. Ah oui. C'est plus... mais l'addiction peut être destructrice aussi. Hein. Mais on va avoir un peu des comportements... j'ai pas envie de dire ni pathologique ni déviant forcément, mais quelque chose, si on est profondément triste, parce qu'il y a eu beaucoup de projections, évidemment, on l'a bien compris, alors dans ces cas-là, on peut avoir tendance à se réfugier dans quelque chose. Alors c'est souvent en rapport avec la nourriture ou l'alcool, enfin voilà. Mais c'est ce qui fait que on va être plutôt dans quelque chose de la destruction. Ne pas manger, boire trop, faire trop la fête, trop fumer, prendre de la drogue, tu vois. Il faut comprendre que ces conduites ne vont pas détruire ni l'autre, ni faire du mal à l'autre, ni détruire la relation. La seule personne qu'elles vont détruire, c'est soi-même. Donc il faut les éviter. Et à partir du moment où on a compris ça, en fait, on ne peut pas laisser, par notre chagrin, faire en sorte qu'on soit nous détruits, en fait. Donc, ça ne va pas détruire la relation, ça ne va pas détruire l'autre, ça ne va pas nous faire passer à autre chose plus rapidement, c'est juste nous qui allons sombrer plus rapidement. Donc, ok, une fois que tu as compris ça, déjà, tu peux éviter ce truc-là. Après, pour t'en remettre, comme je t'ai dit, tu as plusieurs étapes. Donc, en premier, ce déni. Puis après, la colère. On peut sauter aucune étape? On peut sauter toutes les étapes même. On peut Et s'en remettre normalement parce qu'en fait, ça dépend de la manière dont, si tu as beaucoup projeté, pas beaucoup projeté, tu peux aussi dire, en fait, je vais vite dans ces étapes parce que au départ, je me suis dit, attends, non, l'autre a rompu. Ouais, mais en même temps, je suis un peu énervée que l'autre ait rompu, mais en même temps, et je passe direct, tu vois, j'ai pas la négociation de, attends, peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'elle va revenir, peut-être que machin. Non, je passe direct au truc de, attends, je suis hyper énervée, mais en fait, je vais être dans l'acceptation tout de suite parce que en fait, je vais comprendre plein de trucs, et donc j'ai zappé des étapes. Oui, ça arrive. Ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Maintenant, pour avancer plus vite, moi je dis souvent qu'il faut, tu vois, ton centre d'attention, tu vas juste le déplacer. La problématique, c'est si tu restes focalisé sur ta tristesse, sur ta relation, sur l'autre, mais non, mais en fait, change ton centre d'attention. Fais des choses, amuse-toi, jamais dans la déviance, mais amuse-toi, décide de faire des nouvelles activités, mets-toi au air guitare, enfin tu vois, ce que tu veux, mais déplace ton centre d'attention. Et à ce moment-là, t'as rompu, comme on a dit, définitivement avec tout ce qui te raccrochait à cette personne. Tu ne regardes plus les réseaux sociaux, tu ne vas pas stalker, tu ne vas rien faire. Déplace ton centre d'attention sur une nouvelle activité. Concentre-toi sur tes amis, ta famille, ton boulot, ce que tu veux. Et à ce moment-là, en fait, t'as mis tous tes ingrédients
pour faire un super repas, tu vois. Mais tu peux avoir tous ces ingrédients et ne pas les utiliser ou les utiliser à mauvais escient et t'as un repas pourrave. Et effectivement, tu vas continuer à manger quelque chose qui te convient pas et dans lequel tu vas continuer à être triste, etc. Alors qu'à un moment, tu te dis, ok, j'ai tout ça, je vais bien les mettre. Ben là, c'est la formule magique pour vraiment vachement bien surmonter ta rupture amoureuse. Et comment on arrive à faire ça sans que ce soit une fuite dans les étapes du deuil? Tu vois, moi je me suis plus posé la question dans des deuils de personnes que je perds vraiment, qui perdent la vie, où je focalise mon attention ailleurs. Et en fait, ça me revient à la gueule des années après parce qu'en fait, je m'étais focalisé sur autre chose, mais j'avais détourné le problème et j'avais pas vécu la rupture réellement. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut prendre tous ces ingrédients et les cuisiner. Il faut tout faire en même temps. Voilà, il faut les cuisiner. Je t'ai pas dit, laisse la cuisine, le plan de travail et va au restaurant. Tu vois, je t'ai dit non, tu prends tous ces ingrédients-là et c'est toi qui vas cuisiner. Parce qu'en fait, et je te dis pas, par exemple, de pas en parler. Je te dis, en revanche, d'en parler avec les bonnes personnes, d'en parler à dose raisonnable. Mais si tu ressasses en permanence, tu parles toujours avec les mêmes personnes, t'es toujours dans ce qu'on appelle tout à l'heure ta distorsion de pensée, tu vois, dans ta pensée unique de non, mais c'est comme si, c'est comme ça. Alors, dans ces cas-là, t'auras beaucoup plus de mal à t'en sortir. En revanche, si tu vas avoir un thérapeute, qui est donc une personne qui est complètement à l'extérieur, tu vas pouvoir discuter avec cette personne et ça va être une fois par semaine, d'accord? Donc ça va pas être matin, midi et soir et nuit avec tes copains et tes copines. La personne va avoir une pensée qui n'est pas sur ta pensée unique de ouais, t'as raison, il ou elle a fait ça et tout. C'est une personne qui va t'amener à avoir une autre réflexion. Donc en fait, tu vas être dans une communication qui va être très différente. Donc là, c'est ton premier élément de cuisine. Puis tu vas rompre avec les réseaux sociaux, etc., etc. Et en fait, tout ça, ne brûle pas les étapes, n'essaye pas de ne pas le faire, fais-le. Mais tout ça en même temps, ça veut dire que tu fais face à quelque chose, tu ne le fuis pas. Tu acceptes la situation, mais juste tu changes la manière de la vivre. Est-ce qu'on a tous une propension différente en dehors du fait que tu romps sur une relation d'une semaine ou de 10 ans où évidemment tu n'as pas les mêmes projections et ça implique pas les mêmes choses. Est-ce qu'on a tous, de manière naturelle, je vais dire, des propensions différentes à se remettre vite d'une rupture? Parce qu'on dit le temps fait vite les choses, mais il y a des gens, ils mettent des années à s'en remettre et d'autres beaucoup moins longtemps, quoi. Alors, il y a des gens qui vont te dire, moi, j'ai jamais oublié mes ex, en fait, à chaque fois. C'est-à-dire les ex sont toujours partie intégrante de leur vie. Et il y a des gens, effectivement, qui vont te dire, ben non. Alors souvent, encore une fois, là c'est un peu genré, mais de manière assez, on va dire, générale, on va dire que les hommes tournent les pages alors que les femmes ferment le bouquin et le rangent. Wow. Voilà. Est-ce que c'est la fameuse nouvelle coupe de cheveux? Ouais. Ou là, je sais pas si tu vois, Lady Diana à l'époque avait sorti la Revenge Dress. C'était la robe de la revanche. Okay. Donc t'as la coupe de cheveux, t'as la robe de la revanche. Quand tu arrives à une nouvelle sortie, t'as effectivement ce truc-là qui est le renouveau, quoi. La nouvelle personne, le nouveau toi. Donc effectivement, tu peux en fait, passer à autre chose. Pour les hommes, c'est souvent tourner la page, mais donc en fait, ton livre, il est toujours ouvert. T'as toujours, en fait, ces pages-là, et c'est vrai que c'est plus... Voilà, c'est encore là. C'est encore dans le... Alors, ça veut pas dire que c'est présent, hein. Ouais, c'est pas forcément négatif. Non. C'est pas forcément des bagages que tu traînes. Non, mais le livre est là. T'as juste tourné une page. Les femmes ont besoin, en général, de regarder les pages, et après, elles prennent le bouquin et elles le rangent. Tu vois. Ah ouais. Et chaque partenaire qu'elles vont avoir a un bouquin et ce bouquin est rangé, tu vois, et donc passe à autre chose. Un homme est en général plus dans je dirais pas dans la nostalgie, mais va avoir tendance à avoir besoin, peut-être en termes de confiance en soi, de garder ça proche de soi. Donc il y en a pas qui passent plus vite. Enfin, on n'est pas censé avoir un timing en fonction de qui on est pour passer à autre chose. Je pense que c'est toujours en termes de personnalité aussi. Pourquoi on a tendance, après la rupture, à plus penser au bon moment qu'au mauvais moment? J'ai l'impression qu'on a une vision biaisée de se dire
Voilà, quand même, cette personne, elle avait C'était ça, elle avait génial. ça, c'était génial et tout. Et puis, tu sais, t'as des gens d'avis extérieurs qui disent, mais moi, j'étais là ce jour-là, non, parce qu'il y avait ça. Puis sinon, tu dis, ah oui, c'est vrai qu'en fait, on s'est aussi quitté parce que il y avait plein de trucs nuls. Pourquoi, dans notre cerveau, peut-être que tout le monde le fait pas, mais j'ai l'impression qu'on a une propension à plus idéaliser le truc, quoi. Rappelle-toi, la première étape, c'était le déni. Ah, c'est ça. Ouais. Ah oui, c'est dans l'étape du déni, Ouais. quoi. Ok. Le déni, c'est de dire non mais attends, c'était fantastique, c'était extraordinaire, tout était tellement merveilleux. Et après, t'es vénère parce que tu comprends pas, t'es dans la colère, genre en fait, attends, non mais c'était tellement génial, comment c'est possible que l'autre ait pu me faire ça? Après, t'es dans la négo, attends, on va trouver une solution, je vais peut-être faire ça, peut-être que ça va rattraper l'autre, voilà. Et là, tu passes au truc de, ok, là je peux être triste. Parce qu'en fait, je ne suis plus dans le déni. Je suis plus dans le truc de non mais c'était fantastique. Non, ça y est. Là, en fait, j'ai enfin compris que ce couple ne me correspondait pas. Que en fait, j'ai voulu voir des événements de telle manière, alors qu'en fait, la réalité, elle était différente. J'ai voulu projeter, et c'est là où on comprend qu'on a projeté des trucs. Tant qu'on est toujours dans la projection, et c'est ça la problématique, c'est que tant que tu es dans la projection, ton chagrin d'amour existera. À partir du moment où tu comprends que en fait la réalité elle s'est arrêtée et que donc tu n'es plus dans quelque chose de l'ordre du présent, dans ces cas-là, eh ben ton chagrin d'amour peut s'arrêter plus facilement. Est-ce que une rupture amoureuse, ça peut être la meilleure chose qui puisse nous arriver? Ah oui. Ah ouais. Ça peut te révéler à toi-même beaucoup de choses. En fait, la rupture amoureuse, comme on a dit, elle peut t'apprendre des choses sur toi, comment tu t'es comporté dans ton couple, mais elle peut aussi t'apporter une forme de libération quand tu es dans une relation toxique. Ça peut t'apporter des tas de choses hyper positives, même si sur le moment, tu n'es peut-être pas forcément capable de le voir. Ça peut t'amener à changer de boulot, à travailler, à changer plein de choses dans ta vie, et pas seulement ton couple. Ça peut t'amener à rencontrer d'autres gens, à avoir d'autres réflexions. Une rupture amoureuse, j'ai envie de te dire que c'est une rupture avec la personne que tu as été à un instant T. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, puisque en fait, ça veut dire qu'il y a aussi un renouveau. C'est pas parce que en fait, t'as une porte qui se ferme que toutes les autres sont fermées. Quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Est-ce qu'on peut faire une meilleure phrase de fin que ça? Merci Paola, c'était trop intéressant. J'espère que vous avez kiffé aussi. N'hésitez pas à nous dire, même je pense qu'il y a plein de gens qui vont vouloir que tu reviennes. Peut-être qu'on pourrait même lancer genre une radio libre ensemble. Mais non. Pourquoi pas? C'est une super idée. Dites-nous en commentaire si ce serait une bonne idée ou pas. Et ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait ça. Est-ce que tu peux dire un mot que les gens doivent dire en commentaire s'ils sont allés jusqu'au bout de cette vidéo qui, je sais pas combien de temps elle dure, mais pour les gens qui sont restés vraiment jusqu'au bout. Mais genre qui a aucun rapport avec la vidéo? C'est un mot, mais totalement libre. Mm-hmm. Faut juste pas que ce soit Agendas parce que c'est vraiment une marque. Attends, sinon, il y aura un et virement. que un seul mot? Ça peut être 2 mots. Si c'est un paragraphe vraiment long, les gens le feront C'est pas. des trucs horribles et tout. Alors attends, je vais prendre un vrai instant de réflexion. Je t'en prie. C'est horrible, j'ai un truc de ma fille en tête. C'est catastrophique parce qu'elle va être déléguée. Votez pour elle? Votez pour elle? Ouais, votez pour elle. Truc. Si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, vous faites partie des vrais qui sont allés jusqu'au bout, qui ont tenu. Mettez voter pour elle en commentaire. Tous les gens qui vont pas comprendre du tout, C'est génial. il faudra aller jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, pour comprendre. Merci Paola, c'était trop bien. Merci à Force toi. à vous évidemment si vous êtes en pleine rupture ou si vous êtes en hésitation. Je sais qu'il y a aussi plein de gens qui sont dans cette configuration-là. Et puis peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo en janvier. Je verrai les petits pics septembre, janvier, comment elle va durer. En fonction des ruptures. Ouais, sur les années comme ça. Merci Paola. Merci.